Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. C'est le moment de la rencontre société avec notre collaborateur Rémi Villemure. Rémi Villemure qui va revenir en fait sur cet entretien, sur les paroles en fait prononcées par François Legault lors de cette entrevue à Patrice Roy hier soir, où il a affirmé que la pire chose qui pourrait arriver, ça serait de perdre un troisième référendum sur la souveraineté du Québec. Et on est allé aussi sur la notion de peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'on a assez peur? Peur? Rémi Villemure va nous en parler. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Ben oui, écoute, je pensais que la pire affaire qui pouvait arriver au Québec, c'était une tempête de sauterelles ou des inondations, mais c'est un référendum perdant. Avant qu'on parle de la peur, si tu veux bien, je veux juste rappeler une chose. Il y a tout un mythe autour des effets d'un référendum perdant. On n'arrête pas de dire que c'est la pire affaire qui peut arriver au Québec parce qu'on se rappelle qu'au lendemain du référendum perdant de 80, il y a eu le rapatriement de la Constitution. Au lendemain du référendum perdant de 95, il y a eu toute une espèce de grande dépression autour du discours de Parizeau. Mais faut pas faire ce genre de lien-là, à mon avis, parce que 80, c'est un référendum qu'on a perdu par 20 % au Québec, là. Hein? Donc, évidemment que si on perd un référendum par 20 %, il est possible de vivre avec des effets très difficiles pendant un certain nombre d'années. Mais je ne pense pas qu'un troisième référendum serait déclenché dans une perspective pareille. En 95, écoute, on peut refaire toute l'histoire du référendum, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on l'a gagné, ce référendum-là, et qui a été volé. Donc, si on refaisait aussi toute la pédagogie de cet événement-là, peut-être qu'on arriverait à réfléchir à cet événement-là de façon différente. La peur. Oui, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est quand même intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que tu dis, bon, il a été volé, tout ça, mais il y a eu je pense qu'on peut dire qu'il y a eu des conséquences. Oui, parce que quand un camp perd, surtout sur cette question qui est fondamentale, le camp adverse reprend du pouvoir, et c'est une façon aussi, juste qu'on peut penser par exemple à la loi sur la clarté là, qui a été finalement avalisée par la suite. On pense à Stéphane Dion qui est à l'origine de tout ça, donc qui vient un peu cadenasser les possibilités aussi du Québec sur cette question. Donc moi, je fais partie, peut-être qu'à ce moment-là, on sera en désaccord, Rémi, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des vraies conséquences là, quand on perd un référendum de la sorte. L'énergie qui est déployée aussi pour arriver, par exemple, tout le camp du oui qui avait mobilisé une énergie incroyable, et ensuite une espèce de ressac. Donc, je sais pas, tu vois un petit peu là, par rapport à ça, tu n'as pas cette impression-là? Non, mais c'est-à-dire que oui, si on ça pourrait être la pire chose. Pas finalement, la pire. Dans aucun scénario. Oui. Dans aucun scénario, je pense que ça peut être la pire des choses pour le Québec, un référendum perdant. La pire des choses, c'est le statu quo. C'est ça, je pense que c'est presque objectif, ce que je viens d'avancer. Par contre, tu as raison de dire que, surtout après le référendum de 95, on a vécu avec des effets difficiles de cette défaite-là. Mais on ne peut pas faire un calque sur les effets de 95 et de se dire, c'est ça qui va se produire. Parce que si on fait ça, c'est comme si on disait, il faut exactement... Donc, il va exactement se produire ce qui s'est passé avec le PQ. Donc, ça va être les conditions gagnantes. Je rappelle quand même que quand le scandale des commandites a éclaté, jamais la faveur au projet souverainiste était aussi élevée au Québec. Alors, c'était un choix que de ne pas relancer la machine. On n'est pas obligé si on perd le troisième référendum, on n'est pas obligé de ne pas relancer la machine au lendemain de la défaite. Donc, moi, je trouve que c'est... Mais je suis d'accord avec toi. Tu as un point, par exemple. Je suis d'accord avec toi que on n'est pas condamné à l'impuissance. Et on a intériorisé cette impuissance-là en se disant, non, on peut plus rien faire. Et je pense que c'est aussi un argument qui a bien servi au camp du non par la suite de dire, vous voyez, et vous pouvez pas, c'est non. Donc finalement, c'est bloqué, c'est terminé. Et le camp du oui l'a beaucoup intériorisé. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas non plus être condamné à l'impuissance quand on veut aller de l'avant pour un référendum, peu importe l'issue du résultat, là. Oui, puis de toute façon, regarde, je vais lancer une idée. Ce n'est pas ma stratégie, je suis un indépendantiste, mais un argument en faveur d'un référendum, ça serait de dire, écoutez, en ce moment, on voit bien que François Legault n'a pas de marge de manœuvre, n'a pas de rapport de force, même si son gouvernement est majoritaire à Québec. Donc, dans la mesure où on perdrait
un troisième référendum avec un écart qui ressemblerait plus à celui de 95 qu'à celui de 80, je pense pas que le Québec aurait moins de rapport de force. Parce que le Québec pourrait se rendre à Ottawa et dire, regardez bien, là, vous avez compris le message? Là, il va falloir que vous nous donniez quelque chose. Alors qu'en ce moment, François Legault fait exactement ça en se disant, ben, vous avez compris le message, il va falloir vous donner quelque chose. Puis Justin Trudeau dit, ben, c'est beau, regarde, tu peux prendre la porte là-bas, là, tu tournes à droite, à gauche, tu laisses la sortie, tu es dans la rue, puis tu reviens plus. Donc, c'est exactement ça qui se passe en ce moment. On peut pas répéter cette stratégie-là, qui est celle du statu quo, qui est celle de la troisième voie, qui est une voie imaginaire, et de se dire, ben, on va continuer dans cette voie-là. Ça ne marche pas. Il faut essayer quelque chose. Mais c'est toujours la peur, Karima. C'est la peur qui nous fige les os, qui nous glace le sang, qui nous pogne à l'intérieur du ventre. Comme ça, on a quelque chose dans le ventre, on pense que c'est une tumeur, que c'est un mal de ventre, ça ne quitte pas. Et c'est la peur. Et ça fait 100 ans qu'on en parle au Québec, de la peur. Il y a eu toute une littérature romanesque sur la peur. Les plus grands romans québécois, ça traite de la peur. T'sais, on ne fera pas ça ce matin, là, mais je veux dire, Maria Chapdelaine, c'est exactement ça. C'est une femme qui doit choisir entre 3 prétendants. Et qui elle choisit? Elle choisit le gars de sa terre à côté. Alors qu'elle pourrait partir à l'aventure avec 2 autres hommes, elle choisit le gars qui lui dit, regarde, notre horizon, là, ça s'arrête juste là. Hein? 30 arpents, c'est la même chose. Un homme et son péché, c'est la même chose. Je relisais un auteur très méconnu au Québec. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, peut-être certains diront dans l'analyse, elle a choisi une forme d'enracinement ou quelque chose. C'est peut-être un autre sujet de chronique, mais je trouve ça intéressant, effectivement. C'est vrai que ça fait partie de cette psyché aussi québécoise. On pourrait faire la psychanalyse de la psyché québécoise. On en apprendrait certainement et peut-être qu'on pourrait se libérer de certains carcans qu'on peut avoir. Oui, mais je rappelle quand même, tu as raison de dire qu'elle choisit l'enracinement, mais il y a un autre homme qui s'appelle François Paradis, qui est un coureur des bois, qui lui propose pas de quitter le Québec ou le Canada français. Il lui dit juste on pourrait aller un peu plus loin dans la forêt, mais c'est trop pour elle. C'est trop pour elle. Hein, la fameuse phrase dans Les Beaux Malaises, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est très québécois tout ça. Hein, cette idée de là, on est coincé, il faut pas aller trop loin. Mais je relisais, je te disais donc, une phrase d'un auteur méconnu qui s'appelle François Hertel, qui a écrit dans les années 30. Écoute ça, parce que je te dis, là, c'est exactement ce que François Legault nous a dit hier. Il dit des Québécois, ils ont tellement la mentalité de leur père dans le sang, la peur, le défaitisme, le lâchage, le sentiment de notre infériorité, côte abrupte à gravir. Et bien là, 100 ans plus tard, tu te dis, coudonc, on est encore dans la côte, hein, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu au top. On a peur, on a toujours peur. Ah là là, oui. En tout cas, c'est une belle réflexion. C'est déprimant. C'est déprimant, je sais que je suis déprimant, mais écoute, on va se secouer un peu. C'est pas grave, il y a une solution à la peur. Puis il y a des solutions entre, effectivement, là, le statu quo, l'immobilisme et la fuite. J'espère que c'est pas juste l'horizon. Tu sais, la fuite ou l'immobilisme, on peut faire autre chose. Mais il y a d'autres solutions aussi pour d'autres. Je sais pas si tu voulais aller déjà vers ta deuxième chronique ou si tu voulais revenir sur d'autres propos de François Legault. Non, allons dans le deuxième sujet, on va avoir du fun. Est-ce que c'est pas pire, ça? Oui, pas mal. Écoute, introduis-moi ça. Ben oui, parce qu'en fait, non, je trouvais ça intéressant. C'est le concept, tu sais, on connaît maintenant, et en fait, est-ce que c'est plus clair, le concept de racisme systémique, ça a été aussi longuement débattu, puis je suis pas sûre que c'est encore tranché. Mais là, tu vas nous parler du concept de racisme environnemental qui entre dans la loi canadienne, et c'est l'instigatrice Elisabeth May, n'est-ce pas, qui affirme que c'est surtout pas woke. Elle dit non, c'est pas woke, ça, le racisme environnemental, et par ailleurs, si on lui demande de le définir, ça semble plus compliqué. Mais c'est exactement ça. Donc, en fait, Elisabeth May, qui est la chef du Parti vert, elle se cherche une cause, puisque la cause environnementale, tout le monde s'en préoccupe aujourd'hui, en 2024. Donc, c'est bête pour elle. Il faut qu'elle choisisse un cheval de bataille. Et écoute, elle a réussi. Parce que les libéraux et le NPD ont voté pour ce projet de loi-là. Et malgré l'opposition du Parti conservateur du Canada et du Bloc, qui représente quand même un gros bloc d'opposition à Ottawa, le projet de loi a été approuvé par la Chambre des communes et se rend jusqu'au Sénat où, évidemment, ça ne sera qu'une formalité. Et elle dit, ben non, c'est ça, j'ai pas inventé ça, là, arrêtez de penser que c'est exagéré mon affaire, c'est surtout pas woke. Bien sûr, c'est pas woke, c'est une idée, j'imagine, héritée des Lumières, hein? On sent la profondeur, la richesse de ce concept-là. Bien sûr que c'est woke. Mais là où il y a vraiment, je pense, un caractère inédit, c'est que dans la loi, par exemple, canadienne, on traite de meurtre, on traite de vol, on traite de fraude, et à chaque fois, on définit ce qu'est un meurtre, une fraude ou un vol. C'est à peu près normal de procéder de cette façon-là. Mais le racisme environnemental, on ne sait pas c'est quoi. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, franchement, là, ils exagèrent. Je suis sûr que c'est... Non, ce n'est pas défini. Allez lire le projet de loi C-226, ce n'est pas défini. Et
Ben, écoute, c'est une habitude quand même, parce que tu parlais de racisme systémique, on sait toujours pas c'est quoi ça. L'extrême droite, on sait pas c'est quoi. La diversité, on sait pas c'est quoi. L'inclusion, on sait pas c'est quoi. La division, on sait pas c'est quoi. Une agression, aujourd'hui, on sait pas c'est quoi. Une minorité, on sait pas. C'est une habitude, donc chez une certaine gauche, de ne pas définir les concepts qu'elle emploie et qu'elle essaie de faire passer pour des vérités objectives, des réalités concrètes. Parce que cette certaine gauche-là, je ne traite pas de la gauche, je traite d'une certaine gauche, elle est encore à l'étape de l'enfance. C'est-à-dire qu'elle refuse les responsabilités, elle refuse le devoir de se définir et de définir les termes qu'elle emploie. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle lance ça dans le ciel et c'est reçu. C'est souvent applaudi et on dit c'est correct. Laissons passer. De toute façon, on est un petit peu indulgent avec cette gauche-là parce qu'on se dit, écoute, regarde, il ne faut pas vraiment trop la prendre au sérieux, mais il ne faudrait pas non plus la mépriser, se montrer condescendant devant elle. Mais là, vraiment, on a un exemple frappant. On ne définit pas un concept. Donc, ça veut dire que dans les années à venir, on va dire c'est du racisme environnemental. Pour, par exemple, parler, je ne sais pas, d'une catastrophe naturelle. J'avais entendu parler du racisme environnemental pour la première fois il y a quelques années. On revisitait les événements à Katrina. On disait, l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans, c'est un exemple de racisme environnemental. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ouragan est raciste? L'ouragan a un privilège blanc? L'ouragan frappe là où il veut frapper? Ah non, l'ouragan frappe là où il passe. That's it, that's all. C'est aussi simple que ça. Mais dans le contexte canadien, c'est dangereux, ça, de développer un concept sans le définir, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les communautés autochtones, par exemple, vivent du racisme environnemental parce qu'elles sont établies à un certain endroit. Oui, mais il faut rappeler quand même que la plupart d'entre elles veulent rester là, revendiquent des terres ancestrales, ne veulent pas sortir des réserves. Je veux dire, Justin Trudeau a essayé là, de supprimer la loi sur les Indiens. Il n'a pas été capable parce qu'on a des communautés autochtones qui veulent rester dans les réserves. Donc, est-ce que c'est que du racisme environnemental que de permettre à des communautés de rester là où elles veulent être? Le problème, c'est qu'on est obligé de spéculer parce qu'on n'a pas de définition. Non, c'est ça. Puis c'est-à-dire, quand on parle de ça, on devrait peut-être plutôt aller vers la responsabilité climatique, limite la justice climatique, au sens que tous les citoyens, les gouvernements doivent prendre des mesures pour faire en sorte que, justement, qu'il y ait moins d'impact sur les communautés. Mais quand on met le mot racisme, qu'est-ce que ça nous dit, au fond? C'est qu'encore une fois, on cible, entre guillemets, là, c'est un peu l'occidental, les Blancs qui seraient responsables, finalement, de tous les malheurs du monde. Donc, on veut rajouter un petit peu à cette culpabilité. Fait que ça peut, je pense, aussi entrer dans ce logiciel-là de culpabilisation un peu de l'Occident blanc qui sabote vraiment les ressources et finalement qui fait payer le prix à différentes communautés qui sont établies sur le territoire, alors qu'on devrait plutôt parler de justice climatique. Je pense que ça serait beaucoup plus réel, effectivement, que d'essayer de lancer un concept, de pas le définir et finalement encore d'intégrer que nos sociétés sont toujours et perpétuellement racistes et peu importe quand on essaie c'est ça par définition, et peu importe ce qu'on fait, on va toujours trouver un nouveau mot, une nouvelle chose encore qui pourrait finalement exprimer ce racisme ou cette haine ou etc. Donc non, c'est assez intéressant comme concept. René oui, c'est ça, voilà. Tu es toujours là. J'ai eu un petit moment de caméra. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bye bye.